Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. L'aventure continue et nous sommes aujourd'hui avec un individu bien connu de nos services, convoqué régulièrement pour nous éclairer sur notre passé. Msafar Kadili, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va, merci. C'est un plaisir toujours de vous retrouver, les gens qui nous écoutent. Eh bien, on va se plonger ensemble dans le temps colonial qui a commencé en 1912. C'est pas très long, en 1912, un petit peu avant, je pense concrètement, en 1956. Mais il a un gros impact sur notre quotidien, y compris récent, parce qu'on voulait en savoir plus sur un poste qui s'appelle officier des affaires indigènes. Qui sont ces gens, s'il te plaît ? C'est des officiers, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire des officiers de l'armée qui deviennent des administrateurs des affaires indigènes. Ils ont un rôle militaire, celui de la conquête, de mener des guerres, de préparer le terrain pour les groupes mobiles, et en même temps ils administrent les affaires quotidiennes, dans la gestion des cahiers, des pachas, etc. Alors ce sont des gens qui ont accompagné la guerre de la conquête, sauf qu'à un moment donné, les régions dites pacifiées 100%, ils passent au statut de région civile, comme le cas de la région de Rabat, la région de Casa, la région de Marrakech est restée militaire, mais avec des poches civiles. Par exemple, la ville de Marrakech est une zone civile, c'est les contrôleurs civils qui la gouvernent. Mais toute la montagne autour de Marrakech, elle est restée sous l'autorité des officiers des affaires indigènes qui étaient sur place dans les centres administratifs pour gérer les cahiers respectifs. La région de Fès également était militaire, avec bien sûr des poches dites civiles gérées par les contrôleurs civils. La même chose pour la région de Meknès qui est militaire et qui gouvernait jusqu'au Tafilelt. Mais concrètement, quand on est dans une zone militaire, ça veut dire qu'il faut des laissez-passer pour circuler ? Comment ça marche ? Oui, une zone militaire, c'est laissez-passer, y compris pour les Français. C'est-à-dire même les Français n'ont pas le droit de s'y déplacer sauf autorisation, mais les indigènes, bien sûr, même aller de souk en dehors de sa tribu, il a besoin d'une autorisation. C'est pour cela qu'on a cette histoire de déplacement qui est assez bizarre. Y compris dans l'immigration vers Casablanca des différentes régions. Il était plus facile de partir d'une région civile facilement sans papier. Il était beaucoup plus difficile d'aller d'une région militaire si on n'a pas ce fameux laissez-passer. Et ça va durer en fait pour certaines régions jusqu'en 1956. Jusqu'à l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être toute cette période du protectorat soumis à autorisation de circuler. Oui, d'ailleurs quand on a commencé le confinement sur les réseaux sociaux, on voit des gens balancer des documents d'époque sur l'autorisation de circulation. Ces officiers des affaires indigènes étaient formés, j'ai lu quelque part qu'ils avaient 9 mois de cours d'histoire, cours de langue, de géographie, cours d'islam, cours de droit et cours d'équitation. Tout à fait. Alors les langues, ils apprenaient quelles langues ? Ils apprenaient tout cela avec les langues des indigènes, comme on disait, ce qu'ils appelaient à l'époque les dialectes berbères et les dialectes arabes dialectales. Il y avait des manuels pour ça. À partir de 1913, dès l'arrivée, l'IOT va créer l'école supérieure de la langue arabe et des dialectes berbères. Donc là, au début, on commence à enseigner juste les langues pour permettre aux officiers de communiquer avec leurs administrés, leurs indigènes, leurs caïds et pachas. Ensuite, dedans, on formait les interprètes qu'on faisait venir d'Algérie et de Tunisie. C'est-à-dire, on faisait des concours, c'est publié dans le bulletin officiel à l'époque, on faisait des concours, et comme il n'y avait pas de ressources locales des Marocains qui ont déjà appris le français pour pouvoir faire la traduction vers l'adalijan, vers le berbère, comme il disait, et on faisait venir ces gens-là de Tunisie, d'Algérie. C'est pour ça que jusqu'en 1922, on change de terme et ça devient l'Institut de hautes études marocaines. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir quelques Marocains qui commencent à suivre l'enseignement pour devenir des interprètes dans les tribunaux, des interprètes dans les bureaux du contrôle civil, les interprètes dans les bureaux des affaires indigènes. Et on y enseigne un petit peu un bagage pour connaître la société, l'histoire, l'anthropologie, comme on disait à l'époque, ou l'ethnographie ou l'ethnologie, les langues, l'équitation, le droit musulman, le droit coutumier,
ces histoires de savoir sur lesquelles vont émerger quelques têtes parce qu'ils vont nous laisser un grand savoir sur le Maroc. Je vais citer comme ça des noms. Robert Montagne est une pente. Il n'a pas fait de formation là-dedans. Il a appris tout seul parce qu'il était sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale. Mais il devient une sorte de personne à penser, personne référence parce que il va montrer des qualités extraordinaires de travail et de recherche. On a Robert Montagne, on a Michaud Blair. Alors Michaud Blair, c'est la base un petit peu du savoir parce qu'à partir de 1904, la France va installer à Tanger ce qu'on va appeler la mission scientifique du Maroc. Cette mission scientifique du Maroc était chargée de faire des études. On est en train de préparer le terrain et ils publiaient cela dans une revue qu'ils appelaient Archives marocaines, qui est disponible sur Internet et qui nous donne un petit peu une idée sur l'état de connaissance que les Français avaient. Alors, cette mission scientifique française du Maroc va rester à Tanger jusqu'en 1922, quand on va créer l'Institut des hautes études marocaines. Ce Michaud Blair va venir s'installer dans la ville de Salé et il nous a dirigé une collection qui s'appelle Villes et Tribus, c'est-à-dire des monographies assez forte et assez sérieuse sur les régions, sur les tribus, sur le passé récent et lointain. Ils ont, par exemple, traduit des manuscrits, des extraits de manuscrits. Par exemple, l'un des premiers livres qu'ils ont traduit, c'est la chronique historique de notre historien Nasseri. Michaud Blair, dès le début, va s'intéresser à cette chronique-là pour la traduire en français, pour donner à l'administration coloniale de la matière, les outils de connaître la société marocaine, les enjeux, les contradictions, la formation des tribus, les alliances tribales, les divisions tribales, les personnages sur lesquels on peut compter, les personnages sur lesquels on ne peut pas compter. Tout cela est un élément fondamental dans cette histoire coloniale parce que cette mission scientifique, il en existait une également en Algérie, en Tunisie, en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, toutes les colonies, on avait créé des structures de savoir pour constituer le passé de des lieux. On comprend bien la logique. Connaître l'ennemi ou l'administré ou le pour l'administrer, oui. Oui, voilà, c'est-à-dire pour mieux maîtriser l'espace, les gens. Tout à fait. Voilà. Maîtriser l'indigène. Voilà. Ben oui, c'est pour ça qu'on a ce Robert Montagne, on a Michaud Blair, on a Maurice Leglay qui était un romancier officier de renseignement également, qui nous a laissé beaucoup de romans qui sont disponibles. Disponibles et qui nous a donné, c'était la base d'un film qui s'appelle Eto, tourné au Maroc en 1934 avec Simone Berriot, qui est la veuve du colonel Berriot, le fondateur du bureau des officiers des renseignements, qu'il va transformer avec l'IOT en 1917-18 en bureau des affaires indigènes, avec une direction centrale à Rabat qui s'appelle la direction des affaires indigènes. Donc tout cela, un petit peu, on a, je veux dire, ça se croise à un moment donné, à partir du moment où on a penser une structure de pouvoir qui se base d'abord sur le savoir, sur la connaissance réelle, et puis sur la connaissance qu'on va utiliser pour pouvoir faire la conquête, puisque l'enjeu à l'époque, jusqu'en 1934, c'était la conquête des tribus, la résistance des tribus, et comment, grâce aux officiers des affaires indigènes qui étaient dans les postes devant, qui surveillaient la ligne de front, qui surveillaient un petit peu ces tribus belliqueuses, comme on les appelait, ou ces tribus insoumises, pour préparer le terrain aux colonnes mobiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une bibliographie immense. La majorité est publiée, mais il y a encore beaucoup de documents qui ne sont pas publiés sur des notices qu'on appelle les fiches de tribu. Chaque officier, dès qu'il arrive des affaires indigènes, dès qu'il arrive sur son territoire, comme on disait, il doit faire une synthèse de la tribu qu'il va gérer. Les gens d'en face, comme on les appelait, c'est-à-dire les résistants, faire des fiches, des notes, pour que les analystes puissent faire les stratégies à suivre pour pouvoir conquérir, maîtriser et conquérir. J'imagine que tu as lu la fiche sur ta tribu, non? Oui, j'en ai lu pas mal. Je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui sont publiés. Et cela se basait sur beaucoup de travaux. Ça peut aller jusqu'au carrément la collecte des contes, la collecte des dictons, la collecte de tout, parce que les contes, les fables, quoi. Parce qu'on voulait comprendre aussi la mentalité et la philosophie sur laquelle reposent ces populations bizarres qu'on a fait croiser d'ailleurs, comme disait Robert Montagne. Il dit ces Berbères, on les a trouvés dans l'état où les a laissés Rome. C'est-à-dire depuis Rome, rien ne s'est passé ces gens-là, et comme ça qu'on a essayé de comprendre cet imaginaire en se faisant tendu. Bon, il y a eu les Almoravides ou les Mérinides, mais non, ils n'ont pas de rapport avec ces Berbères-là qu'on a devant les yeux. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé un petit peu une sorte de schizophrénie. Quand on a eu
plus tard parce qu'on ne fait pas trop le rapport entre les uns et les autres vu la distance. Mais cette connaissance, en tout cas, pour nos spécialistes, c'est une documentation extraordinaire. Pour le commun des mortels, ça peut biaiser aussi la perception parce que c'est là qu'on a créé les dichotomies. Le Marzel, les Berbères, les Arabes, les Berbères, les plaines, les conquérants, les conquis, les gens qui sont réfugiés en montagne et les gens qui sont dominants, dominés, etc. Je veux dire, ce qu'on appelle les dichotomies, ce dualisme entre deux catégories éternellement, comment dirais-je, en guerre selon l'optique coloniale. Et nous, les coloniaux, on n'est venus que pour faire ce qu'ils appelaient la pacification, faire la paix, alors que c'est complètement faux, puisque cela n'est pas notre histoire en tout cas, mais la manière avec laquelle les coloniaux l'ont construite en Algérie, en Tunisie, au Maroc, à travers ces missions scientifiques en Afrique de l'Ouest, on a essayé de faire ce qu'on appelle un canevas de perception pour pouvoir gérer facilement, jouer les uns contre les autres. Alors, une des façons de comprendre l'histoire avec un grand H, c'est de raconter des histoires. Et ces officiers des affaires indigènes, certains d'entre eux ont laissé leurs traces par leur destin individuel. Tu as commencé à nous parler de Maurice Leglet, par exemple, Michel Blair, mais oui, de Maurice Leglet. D'ailleurs, vous pouvez trouver ces romans. Ils sont assez fascinants à lire. Cette plongée dans il y a une sorte de ravissement aussi. J'ai envie de dire le ravissement un peu pittoresque, un peu colonial, évidemment. Légendaire sur la façon dont il est décrit. C'est toujours un pays plein de passion, de harem, de montagne, de tension, de lumière, d'odeur. Enfin, c'est beaucoup ce champ sémantique qu'on trouve dans ces romans de Maurice Leglet. Pittoresque, voilà. Tu nous as parlé de Robert Montagne. Ouais. Tu voudrais nous parler de Léopold Justinard, je pense. Justinard, oui. Qui c'est Justinard? Surnommé Capitaine Schleh. Ou là, le capitaine Schleh, c'est ses propres collègues qui l'ont appelé comme ça, parce qu'il est l'un des premiers berbérisants sur le champ. Alors, ce Justinard, avec d'autres, était au Maroc avant le protectorat. Parce qu'avant le protectorat, on avait ce dilemme, ce grand problème de la réforme de l'armée, de la constitution d'une armée moderne depuis les défaites d'Isly en 1844, la défaite de la guerre de Tétouan en 1860. C'est devenu très impératif de moderniser l'armée, d'avoir de l'artillerie, de l'organiser. Donc, depuis Hassan Ier, pratiquement, avait ce problème comme un problème numéro 1, puisqu'il a même essayé de fabriquer des armes au Maroc, de faire appel à des encadrants étrangers, notamment français, pour l'aider à moderniser cette armée. Donc, il y avait une sorte de pression et qui faisait que on était dans cette perspective. Et là, on a la dernière mission militaire française à Fès. Au début, il y en avait quelques-uns au temps de Moulay Abdelaziz, mais surtout au temps de Moulay Abdelhafid, qui avait également ce souci de continuer la réforme de l'armée avec ces histoires de Bouhmara et des bandades qui ont eu lieu au début avant qu'il en fasse terme. Et du coup, on a parmi les officiers qui sont venus au Maroc, Justinard, on est en 1909, on a Justinard, il était encore lieutenant à l'époque, on a Leglet, il était encore lieutenant, on a Brémond, qui était commandant colonel, qui va devenir le gouverneur de Rabat avec Lyoté, et puis qui va être envoyé à la Mecque pendant la Première Guerre mondiale dans la mission militaire française avec le fameux Laurence d'Arabie pendant la Première Guerre mondiale pour faire émerger les Arabes d'Arabie contre les Ottomans. On a celui qui va devenir le général de Marrakech de la Motte pendant la Première Guerre mondiale. Tous ces gens-là étaient à Fès avant le protectorat pour encadrer ce qu'on appelle les tabords de l'armée indigène. Une sorte de coopération, quoi. Ouais. Et là, Justinard avait un bataillon originaire du Souss, des Tba'amran, et donc, du coup, ils sont tous des Shlehoufoun. Et du coup, il s'est intéressé à cette langue et il a commencé à l'apprendre avec ses propres soldats qu'il était chargé d'encadrer. Comme pour Maurice Leglet, qui avait un bataillon issu du Moyen Atlas dans l'armée marzanienne, et donc, du coup, lui, il se spécialise dans Tamazir du Moyen Atlas. C'est pour ça qu'il va devenir l'officier des renseignements en titre dans cette zone entre Meknès, Azrou jusqu'à Khnifra. Il connaissait ça sur le bout des doigts, et donc, il a joué un rôle très important dans la guerre contre Mohamed Mouzayani, etc. Notre Justinard va s'illustrer surtout, il va faire la Première Guerre mondiale en Europe, il va avoir des Marocains sous ses ordres, et donc il va rentrer, Lyoté va le rappeler au Maroc parce qu'on va lui confier une mission spécial et extraordinaire, et c'est là qu'il va émerger vraiment comme quelqu'un de très fort, puisqu'on va l'envoyer à Tiznit en 1916 pour surveiller les agissements des Allemands sur les côtes marocaines à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver officier des renseignements à Tiznit en 1916, et on va désigner avec lui une sorte de gouverneur, c'était le Qaïd Tayyib el-Gundafi.
Et là, jusqu'à ce moment-là, je veux dire, l'armée française arrive à Agadir, arrive à Tiznit, et ils s'arrêtent là. Donc, et Taroudant. Ils n'ont pas réussi à avancer. Sauf que la résistance dans cette zone, dans tout l'anti-Atlas et le Sahara, était sous les ordres du fils de Ma'alaïn, Ahmed El-Hiba, qui était à un moment à Marrakech, qui a été défait par Mangin qui rentre à Marrakech, donc il se replie sur Taroudant. Certains Qaïdi Pacha rejoignent les Français, d'autres restent avec lui, et c'est là... une grosse poche de résistance, en fait. C'est une grosse poche qui domine un immense espace qui va jusqu'au Sahara, puisque justement les Allemands, avec l'aide des Turcs, vont essayer de jouer sur ce côté-là et pour affaiblir la France. Affaiblir la France, donc ils vont faire débarquer des armes, etc. Donc la mission de Justinard était d'avoir des indicateurs, d'essayer de chercher, de prendre contact grâce à ses connaissances de Tashlahit. D'ailleurs, il va nous laisser un lexique de cette langue et il va surveiller les agissements, comme il disait, des Allemands, et bien sûr, il va réussir sa mission grâce à ses connaissances des mentalités, des méthodes, de la langue, et il va réussir effectivement à détecter les différentes présences des Allemands. C'est pour ça qu'il alertait Rabat, et Rabat envoyait la marine sur les côtes sahariennes pour empêcher arrêter les livraisons, empêcher les débarquements, jouer les troubles faits contre carrément du sous-marin allemand qui sont arrivés jusqu'à Trfaya, pour livrer les armes à la résistance marocaine qui contrôlait un petit peu toute la plaine de Sousse après Tiznit, l'anti-Atlas, les côtes sahariennes jusqu'à pratiquement Poujdour. Il y a une amitié entre Qaïd Goundafi et Justinard, en tout cas c'est ce qui est écrit dans ce que j'ai lu. Il nous a laissé même un livre sur Qaïd Goundafi qu'il publie dans les années 50. Alors Qaïd Goundafi, c'est toute une histoire extraordinaire. On a des images génériques un petit peu sur le système Qaïdal, mais le Goundafi qui va être envoyé comme gouverneur, c'est au fait pour utiliser ses propres ressources parce que il va amener sa propre tribu comme ses propres soldats. Il va essayer de faire des alliances locales pour avoir des soldats locaux et tenir tête à la résistance de l'autre côté. Sauf que, à Rabat, on avait une stratégie, je veux dire, on n'avait pas les moyens militaires. D'abord, il y a la Première Guerre mondiale, il y a la défaite de l'Heri dans le Moyen Atlas, il y a la mobilisation de l'armée dans les marges de Fès et de Meknès pour sécuriser cette zone proche du Moyen Atlas. Ils n'avaient pas les moyens d'envoyer l'armée vers cette zone-là. C'est pour ça qu'on envoie juste un officier de renseignement, un officier télégraphiste pour renvoyer les infos, et surtout on laisse Taïb el-Goundafi dans sa mouise, dans sa galère. D'ailleurs, ça se termine très mal, parce que le Goundafi ne comprenait pas la logique française, alors que lui, il avait une stratégie, mais les Français le freinaient. Et donc, ça se termine à peu près en 1924, je crois, ou 22. Il démissionne, et ça se complique entre lui et les Français. D'ailleurs, c'est le début un petit peu de la chute de la maison du Goundafa, parce que même lui, on va le démettre de ses fonctions, on va le nommer comme caïd honoraire de sa propre tribu, mais on va diviser sa tribu en 3 caïdas, une manière indirecte de l'affaiblir, pour ne pas lui laisser ce qu'on appelle un grand commandement. Donc il décède, si je me souviens bien, vers 1930 à peu près, et ça y est, c'est fini, le domaine du Goundafa, c'est fini par rapport au domaine d'Iglaoui ou l'Aïadi ou d'autres caïds. C'est la même chose avec Grand Seigneur du Sud. Grand Seigneur du Sud, absolument. Ce que le professeur Oujamer appelle les seigneuries. Absolument. Les seigneuries. J'étais surpris de trouver dans la liste de ces officiers offerts indigènes un nom que tous les Marocains connaissent, qui est celui de Jacques Berck. Oui. Qui est rentré dans... Elle était contrôleur civil, Jacques Berck. D'accord, contrôleur civil, donc pas officier. Jacques Berck, qui est connu pour ses traductions du Coran. Entre autres, mais la traduction... Il est présenté comme le spécialiste francophone de l'islam, quoi. Oui, entre autres, mais il a tout un parcours. Je termine quand même sur Justinard, parce qu'après son expérience dans le Sud, c'est la guerre du Rif qui commence, et donc avec Robert Montagne, qui était également dans le Sud, qui faisait des travaux pour le comte d'Olioté pour comprendre un petit peu ce système tribal. Justinard faisait le côté linguistique, langue et culture, et Robert Montagne s'intéressait aux affaires dites politiques. On va les transférer dans le Rif. Et donc ils vont travailler avec l'armée pendant la guerre du Rif, et c'est là que Justinard, son petit avion, il survolait, il montait en avion pour faire une sorte de cartographie des zones de combat à venir. Il a également, on lui a présenté les prisonniers rifins pour faire avec eux une sorte de lexique, et c'est là qu'il nous sort le manuel de rifin. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler quelque chose qui s'appelle la langue rifaine, qui n'existait pas, parce que les gens du Rif, ils disent pas la langue rifaine, ils disent la langue amazigh.
Sauf que là, on va parler de la langue Griffin, comme il a déjà la base de Tashlahit. Et donc, avec les prisonniers, il va faire un lexique qu'on va donner aux officiers parce que quand Pétain va arriver, il va amener tout un staff d'officiers, etc., qui n'ont jamais été dans les colonies en général. Et donc, on va leur distribuer ces lexiques pour pouvoir communiquer. C'est-à-dire, quand on prend des prisonniers, comment se tirer l'information et comment communiquer avec eux pour avoir de l'information de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, presque à la fin de la guerre, l'avion de Justinard tombe et il est gravement blessé, il est brûlé au visage et il est soigné en France pendant 2 ans, je crois. C'est pour ça qu'on a toutes les photos de Justinard, il date d'avant 26. On n'a aucune photo de Justinard après 26. Tout simplement, il refusait de se faire photographier parce qu'il a été complètement défiguré au visage. Donc, quand on fait Justinard sur Internet, on a des livres, 6 livres à lui ou des livres sur lui, mais toujours pratiquement la même photo. Encore jeune, encore capitaine, alors quand même qu'il a gravé les échelons parce que quand Michel Blair de la mission scientifique meurt en 1930, c'est Justinard qui prend sa place et à partir de ce moment-là, il rentre dans un nouveau domaine de recherche et d'études. Il abandonne un peu le chleu, ou le berbère comme il disait, et il va se concentrer sur les manuscrits en arabe, et il va nous en publier 2. 2 manuscrits en arabe, un qui s'appelle Fawaid al-Jamma fi Ulum al-Umma qui date, je crois, de la période saadienne, et un second qui date de la période de Moulay Ismail qui s'appelle Rihlat al-Wafid. Il se fait aider bien sûr par des Marocains, surtout à cela, des élites de Salé de l'époque, qui étaient un petit peu catalogués comme nationalistes pour l'aider à faire de la traduction parce que c'est pas facile. Et même avec ça, je veux dire, ces travaux-là ont été repris. Bon, les spécialistes ont trouvé beaucoup d'erreurs de traduction, d'interprétation, etc., etc. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est l'exemple de l'officier qui est issu de l'armée, mais qui rentre dans le domaine du savoir, qui devient spécialiste des études berbères, qui devient spécialiste des études arabes, comme ils disent, et qui a fourni quand même à notre bibliothèque de la matière que les chercheurs encore aujourd'hui travaillent dessus ou les utilisent ou en tout cas s'en servent pour démarrer. Pour notre ami Jacques Berck, lui il est contrôleur civil. Son père était déjà dans l'administration coloniale en Algérie, c'est un natif de l'Algérie et il fait l'école de formation parce qu'il y avait en France ce qu'on appelait l'école coloniale qui formait les administrateurs des colonies et il est venu au Maroc et je crois que son premier poste qu'il allait occuper, c'était Al-Brouj chez Bni Meskine. D'ailleurs, il nous a laissé un livre, Les pactes pastoraux chez les Bni Meskine. D'ailleurs, c'est là qu'il a un peu un choc par rapport au Canva. Il dit, c'est des Arabes, mais qui ne sont pas encore civilisés, ils sont encore à l'état berbère. On est quand même surpris parce que c'est des gens, ils sont des militaires ou des civils. Non, pour Jacques Berck, c'est un civil. D'accord. C'est des gens qui sont dans une logique coloniale, mais on voit bien que leur parcours personnel, leur contact, leur rapport avec le Maroc dépasse largement leur mission de base. On ne traduit pas le Coran, c'est pas un travail, je veux dire, c'est presque une vocation ou une mission. Non, elle est arrivée là après beaucoup d'étapes. C'est-à-dire parce qu'après le Brouj, il a travaillé à Hadkourt. Ensuite, il a été envoyé à Fès, dans le service du contrôle civil. Ici, là, qu'il rentre en contact avec ce qu'on appelait l'élite, la fameuse élite avec tout l'imaginaire qui va avec. Ensuite, on va le mettre à la résidence générale pour s'occuper d'un grand projet qui est de l'époque de Général Noguès, la création de la fameuse classe moyenne indigène. C'est lui qui va nous inventer un terme qu'on va avoir jusqu'à encore aujourd'hui, le SMP, Système de modernisation du paysanat. Et depuis, tous les centres techniques agricoles, on les appelle le Bizana. Le Bizana, c'est dans le monde rural, c'est les lieux où il y a les techniciens agricoles qui sont chargés d'aider les fellahs, les paysans, etc. Et c'est resté comme terme, ce système de modernisation de paysanat. Donc le Bizana, c'est Jacques Berck. Et après, jusqu'en 48, il était un petit peu dans la résidence générale parmi les cadres chargés de s'occuper de ce monde rural parce que une fois la guerre finie, une fois l'immigration a pris son élan, l'économie coloniale a pris son élan dans les villes, on s'est rendu compte que la campagne était abandonnée, laissée à l'abandon et qu'il fallait essayer d'aider les paysans à se moderniser. C'est là que commence l'idée du tracteur, de la jma'a sur le tracteur, des termes comme ça qu'on va retrouver après dans les réformes agricoles après l'indépendance. Ensuite, il y a un quiproquo parce que jusqu'en 48,
1967, on avait un résident général civil qui s'appelait Éric Labonne, qui est passé pour un libéral, quelqu'un qui avait du projet très ambitieux, parce que c'est lui qui a un petit peu essayé de généraliser la scolarisation dans le monde rural. C'est là qu'on voit les premières écoles dans les villages, alors jusque-là, ils étaient que dans les villes. Bref, avec l'arrivée du général Juin et la loi du bâton, et de Guillaume plus tard, on va expulser en quelque sorte Jacques Berck de la sphère de Rabat, et on va l'envoyer à Emin Tanout comme contrôleur civil. Jusque-là, Emin Tanout était une zone dite militaire. On va publier un décret pour qu'il devienne civil, c'est-à-dire pour un contrôleur civil, et c'est là que Jacques Berck va venir pour diriger le bureau des affaires indigènes qui va devenir le bureau du contrôle civil. Mais pour les locaux, ça reste toujours le bureau arabe, ça ne change rien, parce que même les civils peuvent s'habiller en tenue militaire à l'époque. Et c'est là qu'il commence un grand travail qui va lui ouvrir les portes du Collège de France, puisque c'est sur cette région qu'il va faire sa thèse. Alors comment, ça c'est un autre système de fonctionnement, comment quelqu'un qui n'a pas suivi des études de fac universitaire pour avoir des diplômes pouvait à l'époque faire une thèse, ça existe, ça passait par l'école pratique des hautes études, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être un étudiant en plein temps, et il va faire la thèse structure sociale du Haut-Atlas sur le pays d'Isksawa, la montagne d'Emin Tanout, où on avait un qaïd qui gouvernait la région, qui s'appelle Qaïd Mtougui. C'est toute une dynastie seigneurale de qaïd depuis au moins l'époque, répertoriée au moins également depuis l'époque de Hassan Ier, comme pour les Gundafi, les Glaoui, les Issa ibn Omar et l'Ayyadi. Et donc, il finit sa thèse juste avec l'indépendance, et donc en quittant le Maroc, il va rentrer au Collège de France comme enseignant. Donc du contrôle civil au Collège de France quand même, c'est là qu'il utilise les manuscrits. Il se fait aider, bien sûr. Les documents écrits en arabe, il va travailler sur les glossaires juridiques. Par exemple, il est tombé sur, parmi les choses qu'il a trouvées dans la région là-bas, un glossaire qui date à peu près du XIVe ou du XVIe siècle, d'un juriste qui écrit les termes, les synonymes en arabe et en berbère des actes juridiques. Il avait appelé ça glossaire arabo-berbère ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire un lexique juridique fait par un juriste de montagne au XVIe siècle sur la manière d'écrire les documents de vente et d'achat de propriété, etc., avec les termes, parce que quand les gens écrivaient à l'époque, ils parlaient en berbère, et donc le scribe, il écrivait en arabe, il avait besoin des termes exacts et précis pour ne pas créer des histoires. Et c'est après l'indépendance, parce qu'après, en France, il va être envoyé au Liban pour diriger une école de formation des arabisants au Liban, à Big Faya, après le Caire. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'il va s'intéresser à ce qu'on appelle les études islamiques, parce qu'il va occuper la chaire de la sociologie islamique. Alors, qu'est-ce que c'est que la sociologie islamique ou la sociologie musulmane? C'est des termes coloniaux. Je veux dire, la sociologie, en principe, c'est une discipline universelle, mais après, on y met les épices qu'on veut. Mais en tout cas, son passage marocain, sa naissance en Algérie, son père administrateur colonial, sa connaissance de la société marocaine, il va passer par les plaines et ensuite il va même passer par les montagnes, y compris sa maîtrise, bien sûr, de la langue arabe et de la darija dans laquelle il est né, parce qu'il est né dans un milieu darijophone en Algérie, qu'il va apprendre avec ce qu'ils appelaient les fatmas, les femmes de ménage, les nourrices qu'on surnommait les Fatma en Algérie, faisaient de lui effectivement quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire au point d'accumuler une bibliographie assez extraordinaire sur le Maroc. Mais après, dès qu'il sort du Maroc, ça y est, il commence à parler monde arabe et ses rêves du monde arabe avec Nasser et Saddam. Est-ce qu'on peut parler quelques instants de Boyer de la Tour? Qui est Boyer de la Tour? Moha Olatour, le général, c'est le dernier général résident général français. C'est lui qui a liquidé le protectorat après le retour de Mohamed V. Donc lui, il est monté jusqu'au sommet de la hiérarchie coloniale. Oui, il était capitaine à Itzarushen. Il était le chef de deuxième tabord pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il nous a laissé un livre, Vérité sur l'Afrique du Nord, où il raconte son expérience de la personne qui avait liquidé le protectorat tunisien et le protectorat marocain. Parce que justement, en tant que militaire, il n'y avait que les militaires qui pouvaient le faire. Les civils seraient incapables parce que il y avait toute une structure militaire, il y avait toute une structure qui était contre la fin du protectorat côté français. Et puis il y avait même des élites indigènes qui étaient contre le protectorat, et donc il a fallu un militaire pour gérer tout cela. C'est pour ça que on l'a envoyé. Les élites indigènes qui étaient pour le protectorat. Quelques élites indigènes qui étaient pour le protectorat, donc avec un militaire qui pouvait convaincre et ses propres militaires
le staff de l'armée qui était là, les élites indigènes, et surtout comment gérer aussi ces élites-là qui étaient pro-françaises et qui se trouvent du jour au lendemain nus face à leur destin, puisqu'ils ont misé sur le mauvais cheval, et donc il a fallu négocier avec les autorités marocaines sur leur sécurité personnelle, la sécurité de leurs biens, ce qui n'a pas eu lieu, pas forcément, puisqu'on a eu des abus de la part de quelques groupes de ce qu'on appelait l'armée de libération qui sont nés à la dernière minute, qui ont commencé à liquider quelques caïds ou quelques qadis pour leur prendre leurs biens, leurs voitures, leurs armes, leur argent, etc. Ça, je veux dire, c'est une autre histoire. Mais Mohaoula Tour, en tout cas, c'est le libérateur de la Corse avec un bataillon. Le deuxième tabord, des gommiers marocains, qui était essentiellement de la région de Eitz Rochen et Beni Warain, là où il avait commencé ses armes dans les années 20. C'est pour ça que ses propres collègues l'ont surnommé Mohaoula Tour en se foutant de lui, surtout qu'il était marié à une femme de la région de Eitz Rochen également, Khadija. Malheureusement, elle est décédée, elle est enterrée à Wawizert, où il était en fonction dans les années 30, je crois 1930, et donc il lui a laissé un enfant qui a grandi et qui a laissé une descendance qui continue à avoir un attachement viscéral au Maroc incroyable. Il y a un reportage sur YouTube qui a été réalisé, je crois, sur la petite fille de Boyer de la Tour, qui est, je pense, journaliste au Figaro. Absolument. Voilà, que vous pouvez consulter, qui est sur les traces comme ça de ses ancêtres. Les traces de ses ancêtres et les soldats. Les soldats qui ont combattu avec lui, et le destin malheureusement tragique de ces soldats, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, on y voit quelqu'un dans ce documentaire, d'extraordinaire, Alain Fougerolles, qui était parmi l'équipe technique qui était dans la construction de barrage Bin El-Ouidan et qui était un ingénieur honoraire à l'ONU. Je crois qu'il est décédé même au Maroc. Il a fini sa vie au Maroc, un personnage extraordinaire qui avait fait également la Deuxième Guerre mondiale. On le voit dans ce documentaire extraordinaire. Alors moi, je vais parler une petite minute de comment j'ai découvert ce Boyer de la Tour. On va faire un pont avec un podcast foot. Mustapha Albiez, le grand défenseur des années 80, qui était extraordinaire. C'était mon idole, Mustapha Albiez. C'était la grande équipe. Mustapha Albiez avait son papa, donc il est originaire de la région de César. Il avait son papa qui était dans le deuxième tabord de Boyer de la Tour. D'accord. Et donc j'ai eu accès au rapport, etc. Parce que son papa a été beaucoup décoré. Donc il a participé au débarquement de la Corse. Oui, il a débarqué en Corse. Et puis en Provence par la suite. Exactement, ils sont montés, je pense, jusqu'à Vienne. Je pense que l'armistice les attrape à Vienne. À Vienne. Et ce deuxième tabord, donc c'est assez fascinant de voir les rapports, les médailles, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, ce qui permet de voir vraiment les destins individuels du côté marocain vu via son papa, c'est que ces gens, une fois revenus au Maroc après cette guerre horrible, ont été sollicités pour aller en Indochine. Oui. Voilà. Oui. Et là, on comprend une chose très importante, c'était que au moment des combats à Dien Bien Phu et compagnie en Indochine, les troupes marocaines étaient soumises on leur cachait que leur sultan Mohamed Khamis, le sultan Mohamed V, avait été déporté. C'est ça, parce qu'ils étaient allés avant, la guerre commence en 48 à peu près en Indochine, effectivement. Donc en 53, oui. Voilà. Donc le papa va là-bas, donc c'est juste à travers un destin individuel, toute une génération de combattants qui se retrouvent là-bas et que ce sont je sais pas s'il faut les appeler les Vietnamiens ou les Indochinois, qui les informent qu'ils devraient pas combattre avec les Français, parce que ils sont dans une guerre coloniale et ils servent une colonie qu'ils devraient mieux rentrer chez eux et faire la même chose. Absolument. Et il y a énormément de combattants marocains qui changent de camp. Tout à fait. Qui changent de camp. Le général Hamri, d'ailleurs, un personnage très connu, qui s'installe de l'autre côté et qui font de la propagande pour essayer de capter les soldats marocains pour qu'ils désertent. Mais aussi, c'est là que va apparaître une catégorie, on n'en a pas encore parlé, dans ces histoires d'officiers qui étaient formés, les officiers des affaires militaires musulmanes. C'est des gens qui ont été formés pour maîtriser la langue arabe, pour faire le suivi au niveau de l'administration indigène de tout ce qui est écrit en arabe dans l'administration marzaine, c'est-à-dire la justice des qadis, des shra, des habous, etc. Ils étaient des officiers interprètes. Après, en 37 ou 38 ans, on les appelle les officiers des affaires militaires musulmanes. Et c'est eux qui les ont accompagnés en Indochine, justement pour veiller sur leur sécurité morale, comme on disait, y compris par ce genre de mensonges. On leur faisait des émissions de radio pour les cadets. On les envoyait, pour ceux qui finissent le service, on les envoyait en pèlerinage à la Mecque comme une manière de les remercier. J'ai même trouvé quelqu'un de ces officiers qui est des affaires militaires musulmanes qui a laissé ses mémoires, un régiment de tirailleurs algériens coincés
par les Vietnamiens, et c'était le jour de l'Aïd du sacrifice, et donc on leur envoie des moutons par parachute pour leur montrer que on les a pas abandonnés à leur sort. Alors qu'eux, ils sont encerclés par les Viet Minh, ils étaient vraiment dans une situation très délicate. Ils savaient pas s'ils allaient s'en sortir ou pas, mais bon, l'officier militaire musulman s'intéresse au moral, et tant qu'il leur balance du mouton par parachute. D'ailleurs, la moitié, paraît-il, est tombée chez les Viet Minh pour qu'ils... Et donc, mais les petites histoires pullulent sur cette période. Hein, toujours dans la même expédition, je reviens à la Deuxième Guerre mondiale, il y a un moment où ce fameux deuxième Tabor réalise qu'il est très mal payé par rapport aux gens qui sont à côté d'eux, qui sont français, et il déclenche une espèce de protestation ou de grève, et on leur explique, ça c'est écrit, c'est documenté, que l'argent qu'on verse aux soldats est une sorte de bonus, alors qu'ils sont pris en charge. Donc le bonus, ils n'en ont pas vraiment besoin, les troupes du deuxième Tabor, vu qu'ils ne boivent pas de vin. Et que le bonus sert à payer le vin pour les autres. Mais c'est écrit. Voilà, c'est assez fascinant le destin de cette génération qui a quand même beaucoup souffert. Ça nous permet de switcher un petit peu sur les autres officiers qui n'étaient pas officiers des affaires militaires musulmanes, ou quoique si, des officiers des affaires indigènes, les grandes pentes, par exemple, comme le général Guillaume, qui arrive au Maroc comme capitaine en 1918. Il a laissé ses mémoires, homme de guerre. Il n'a fait que la guerre durant toute sa vie. Il a fait la guerre au Maroc, il a conquis pas mal de places, il a participé aux dernières opérations de 1932 dans la région du Moyen Atlas et de Haut Atlas central. Il gravit les échelons rapidement, il devient directeur des affaires indigènes à Rabat. Il devient le patron des affaires indigènes, et il raconte dans le détail comment il rentre dans le bureau de Gaulle à Alger, et il savait pas s'il allait être arrêté ou s'il allait être promu, parce que l'administration coloniale au Maroc avait joué sur le deux tableaux, il était un petit peu pro-Vichy, et on avait arrêté des gaullistes, etc. Bref, il en sort, il est nommé général, et c'est lui qui va commander un petit peu le général d'état-bord. Au-dessus de lui, on avait le général Join, qui était un officier d'état-major avec Lyotik, également, qui a travaillé dans l'état-major à Rabat. Il était un petit peu le chef, des grandes décisions stratégiques de toute la guerre du Maroc dans les années 20. Il a fait tout ça. Et ensuite, il devient général, et il était dans la même promotion que De Gaulle. D'ailleurs, Join était le major de sa promo, et De Gaulle était mal classé dans le truc. Et donc, il se retrouve, lui, il devient le général du corps expéditionnaire français durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à travers les parcours de tous ces gens-là, on peut comprendre leur travail, leur rôle, et comment ils fonctionnaient au Maroc, et comment ils ont également instrumentalisé les goumiers, les Marocains d'une manière générale, les soldats marocains, les spahis, les goumiers, les tirailleurs, etc. Comment ils les ont travaillés pour qu'ils fassent la sale besogne avec eux pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine également, et puis même sur cette histoire de négociation du protectorat. Pour rappel, Guillaume et surtout Join, ils étaient contre Mohamed V, ils étaient contre l'indépendance du Maroc, et donc quand la France demande à Join de sortir du Maroc parce qu'il est promu maréchal et qu'il allait commander les troupes en Europe, il met comme condition d'être remplacé par son propre subordonné qui était le général Guillaume. Et pour marquer le coup, avant la déposition de Mohamed V, ils vont faire une sorte de coup d'éclat, ils vont réunir les anciens de l'armée, à côté d'Ifrane, à Tizintartan. C'est là que Guillaume va faire la cérémonie de lui donner son médaille ou son bâton de maréchal, etc. Et c'est une manière aussi de faire, de signifier, Mohamed V, qu'on a un moyen de pression, c'est-à-dire on peut éventuellement mobiliser tous ces soldats contre vous, etc., etc. Et c'est de là que vient toute une stratégie de ce qu'on appelait la mobilisation des tribus contre les sultans, parce que les Français faisaient semblant que c'est une affaire marocaine, c'est les Marocains décident de changer de sultan, c'est une affaire marocaine, nous les Français on est là juste que pour exécuter ce que les Marocains décident, alors que c'est tout à fait l'inverse. Je veux dire, c'est toute la stratégie et de manipulation qui est derrière entre le clan de ce qu'on appelait les coloniés d'une manière générale. Si jamais on déplace la caméra du côté de l'Algérie, on va trouver des destins encore plus dramatiques, vu que certains des combattants algériens d'Indochine vont se retrouver ensuite dans la guerre d'Algérie, dans les deux camps différents. Donc c'est certains du côté du FLN et d'autres du côté de l'armée française. Oui. Et ça donne des films qui existent là-dessus. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui reste de ce système colonial Qu'est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui de ce système des officiers des affaires indigènes, des civils, qu'est-ce qui résonne encore aujourd'hui? Juste après l'indépendance, le bureau des affaires indigènes est devenu le bureau du caïd moderne.
Alors, le système des caïds qu'on a aujourd'hui, c'est la synthèse du pouvoir de l'officier des affaires indigènes ou du contrôleur civil et du caïd local à l'époque. C'est-à-dire, on avait deux pouvoirs, un indigène et un français. Après l'indépendance, on va les synthétiser dans la fonction du caïd. Donc, le rôle de caïd évolue, quoi. Le rôle du caïd commence à intégrer des fonctions de ces affaires qui étaient autrefois les fonctions des affaires indigènes. Et au début de l'indépendance, le caïd, comme disaient les Français à l'époque, c'est le bon Dieu à tout faire. C'est-à-dire, il ne s'occupe pas que de la sécurité. Il fait les routes, il règle les problèmes, il peut rendre justice sur place, la justice rapide avec le caïd, etc. Les arbitrages, c'est-à-dire c'était le bon Dieu à tout faire puisqu'ils étaient au front et ils étaient chargés de gérer tout ce qu'ils pouvaient gérer puisqu'ils n'avaient pas les administrations. Ils n'avaient pas l'administration de l'équipement, de l'agriculture à côté pour pouvoir faire son boulot. Ils avaient le caïd, c'est tout. Et avec eux, ils devaient faire le boulot, quel que soit, en plus du travail de sécurité puisqu'ils avaient des casernes à côté, des goumiers, des mohazni, et éventuellement faire appel aux grandes casernes de là où sont cantonnées les troupes coloniales dans les grandes villes, comme dans le Tadla, Marrakech, Taza, Fès, Meknès, Goulmim, Bouizakern, c'est-à-dire là où il y a les grands casernements qui étaient à leur disposition, puisque les officiers, ils avaient ce pouvoir de commander l'armée, bien sûr. L'armée, en plus de leur travail administratif au quotidien. Alors, je veux terminer avec une citation de Hassan II qui dit en 1989 à la télé française, sans justifier la colonisation ou le protectorat évidemment, il précise qu'il ne justifie pas évidemment mais il dit regretter ces contrôleurs civils qui avaient une connaissance intime de l'âme marocaine. Voilà, on sent une fascination vis-à-vis du système qui avait été complètement axé sur la connaissance de l'autre, mis en place par les Français. Mais c'était fascinant, ces gens-là, ces contrôleurs civils, les officiers des affaires indigènes, jusqu'au point où certains se prenaient, parce que on prenait les indigènes pour des grands enfants, qui ne savaient pas trop, donc un peu d'affection. Et puis, il y a même certains que leurs collègues eux-mêmes se sont donner des surnoms. Genre, je trouve capitaine ou colonel machin, le père des Haït Mgui, le père des Haït Atta, c'est-à-dire quelqu'un... Un côté paternaliste aussi. Paternaliste, bien sûr. Ils ont fonctionné avec cette logique-là à l'époque et ils se sont passionnés pour l'espace qu'ils gouvernaient, et surtout, ils sont restés admiratifs quand même d'une manière un peu secrètement de ces tribus qui ont résisté jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et puis quand ils les découvrent après la fin de la guerre et ils les administrent, et là, ils restent fascinés sur le pouvoir, cette passion interne qui a poussé ces gens-là de résister jusqu'à la mort. Tous les officiers, tous les gens qui ont écrit ont insisté sur ce point-là, que l'admiration qu'ils avaient pour ces gens-là qui ont résisté, et puis, comme ils disaient, leur loyauté une fois soumis vis-à-vis de leurs officiers ou vis-à-vis de l'administration coloniale en général. Donc c'est des gens qui se sont passionnés pour le pays, pour les tribus, pour les gens, pour les mœurs, pour les coutumes, pour le système, surtout avec tous les systèmes juridiques complexes. Là, c'est la charia avec le qadi shara'i, là, c'est la justice coutumière, là, c'est je veux dire, il y a tout un background assez fort et qui n'est pas dépourvu, à mon avis, de sens parce que, justement, on n'a pas encore bien étudié dans le détail ces éléments-là. Tout simplement, malheureusement, l'archive est encore en France et en Espagne. Et donc, du coup, c'est très difficile pour des gens de faire des doctorats puisqu'on n'a pas les moyens d'aller jusque là-bas, toujours dans l'espoir, dans l'attente que ces archives-là soient rapatriées ou découpées au moins pour qu'on puisse bien étudier cette période fondamentale dans l'histoire du Maroc, y compris dans l'évolution des structures administratives. Aujourd'hui, on est arrivé à la décentralisation avancée. Je veux dire, on ne peut pas comprendre ce processus si on n'arrive pas à remonter le temps dans le découpage, dans l'histoire des découpages, l'histoire des conquêtes, que ce soit au Sahara, au Rif, au Moyen Atlas, au Atlas, au central, occidental, oriental. Tout cela, à mon avis, on a besoin encore d'en savoir beaucoup plus, parce que il y a encore beaucoup des zones d'ombre et surtout des perceptions génériques qui ne correspondent pas vraiment à ce qui s'est passé dans l'histoire. Eh ben, c'est d'autant plus surprenant qu'on parle d'une période que peut-être vos grands-parents, enfin les nôtres, ou peut-être même vos parents ont connu. On n'est pas au Moyen-Âge, hein, on n'est pas très loin là. Je dirais, si je peux raconter ma histoire personnelle, ma grand-mère qui me parlait de Saligane, c'est Saligane qui nous ont conquis, c'est pas les Français. Les Français sont arrivés les soldats sénégalais. Voilà. Et c'est ce qui a attiré ma curiosité de mon enfance. Tout ça résonne encore. Merci beaucoup, Mostafa Kadeli. Merci à vous. Encore une belle performance, sans note, je précise. Un gros match, rien
il y a rien sur la table. Il y a un café. Eh ben, c'est mon boulot. C'est Il y mon a un métier. café, bravo. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.